Le livre de Julia, c'est un livre sur une femme et sur la jeunesse d'un avocat. Et là, c'est une action qui se passe entre un avocat et un juge au moment de la fin de la vie du juge, de l'avocat. L'avocat, finalement, va préparer sa fin. Et cette fin, il la met entre les mains d'un juge de différentes façons, voilà. Et en fait, comme s'il voulait que le juge se mette à le juger, lui, l'avocat, et on comprendra très vite que, au fond, c'est la justice elle-même que l'avocat interroge. C'est-à-dire le juste dans la justice que l'avocat interroge. Alors, raconte. Oui, c'est un peu ça. J'allais dire que ce que j'ai voulu voir, c'est on a un peu tendance à vouloir toujours mettre les gens dans des cases. Donc le juge, c'est celui qui va décider, l'avocat, c'est celui qui va défendre. Ce sont des rôles bien définis, les gens sont dans des cases. Moi-même, mon premier livre était, j'allais dire, une façon de fermer une case, mais la case, on continue à l'ouvrir assez régulièrement. Ce que j'ai voulu faire, c'est briser ces cases, c'est-à-dire montrer que le préjugement, le préjugé, le préjugement, c'est la même chose, enfin on pourrait dire la même chose. Le préjugé, il faut le laisser de côté. C'est-à-dire quelqu'un ne ressemble pas forcément à ce qu'il est, ou à ce qu'il donne à l'image qu'il donne de soi. Donc il faut se méfier. Il y a un moment où le juge qui rentre chez lui se dit alors peut-être que la petite dame qui porte son, je ne sais plus comment je l'ai écrit, mais la petite dame qui porte son panier, là, peut-être que dans son panier, elle a quelque chose de tout à fait honteux, enfin, etc. On ne sait pas, en fait, tout est une question d'ambiguïté. J'ai voulu casser ces cases dans lesquelles on classe les gens, et donc, voilà, il y a des différences, on n'est pas forcément tel qu'on apparaît. Alors, dans votre roman, quand même, il y a quelque chose qui apparaît, c'est que les avocats ne sont pas très amis avec les juges. Alors, est-ce que ça existe est-ce que ça existe au palais, c'est-à-dire, est-ce que c'est le juge qui se prend, qui a trop de pouvoir aux yeux des avocats, ou est-ce que c'est l'avocat? Il y a quand même une ambiguïté. Peut-être que l'avocat s'en remet au juge, mais parce qu'il apprécie particulièrement ce juge-là, mais aussi il donne une leçon au juge. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, je crois que c'est quand même très difficile de parler d'un livre sans en parler. Hein. Oui. Alors écoutez. Alors on va en parler. Écoutez, avec Julia, j'ai lu, c'est à la page 16 de son livre, une petite phrase, je vais la lire parce que ça dit quelque chose. Jamais elle n'était partie vaincue à un procès, ni n'avait laissé le défaitisme s'installer pendant une audience. Elle avait foi, non pas en la justice des hommes, il y avait bien trop de décisions qui la révoltaient, mais en elle-même. Julia, je pense qu'elle fait dire ça à Germaine Brière, mais qu'elle doit le penser un peu. Alors, quand vous me dites, il y a les juges et les avocats, c'est pas forcément la grande entente ou je ne sais quoi. Je pense que vous avez vu quelque chose, il y a un phénomène assez récent, c'est qu'il y avait longtemps que ça n'était pas arrivé. Il y a 2 ou 3 ans, l'année dernière, ou 2 ou 3 ans, l'année dernière peut-être, je ne sais plus, oui, c'est l'année dernière, ça. Éric Dupond-Moretti, qui était un grand ténor du barreau, a été nommé garde des Sceaux. Vous avez vu la levée de bouclier de toute la magistrature. C'est presque un scandale de nommer un avocat comme ministre de la Justice, parce qu'il y a une tendance croissante depuis des années que j'ai vu arriver et qui
qui existe, c'est vrai, je suis désolé s'il y a des magistrats dans la salle, mais c'est le sentiment que peuvent avoir des avocats. Il y a une tendance à ce que le juge s'approprie la justice, elle lui appartient. Et donc c'est lui qui doit le faire. Moi j'ai connu, quand j'étais jeune avocat, si j'avais un problème dans un dossier, je pouvais aller voir le juge dans son bureau. Je frappais à la porte, il me disait entrez, j'entrais et je lui exposais mon problème. Aujourd'hui c'est impossible. On ne peut plus entrer, on ne peut plus accéder au bureau des juges. Ils sont à un autre étage, le porte du couloir est fermé à clé, et puis voilà. Donc c'est un autre... Il y a une évolution qui s'est faite. Alors évidemment, il y a, comme moi, Julia a écrit un livre qui remonte à une histoire qui a un siècle. Moi, c'est une histoire d'aujourd'hui. Ça se passe en 2018. Bon, alors écoutez, faites un résumé de l'histoire, parce qu'autrement on va tourner autour du pot. Comment vous le présentez? Ça se passe donc maintenant, ça se passe pas à Aix-en-Provence, parce que véritablement ça se passe à Aix-en-Provence, mais vous dépaysez à Marseille. Oui, ça se passe dans une ville que je ne nomme pas parce que le personnage du juge a demandé à ce qu'on préserve son anonymat. Donc, mais tout le monde reconnaît la ville. Et la ville, c'est Marseille. Si on peut le dire, je parle de la ville de M, de suspension, qu'on reconnaît avec son port, etc. etc. Mais en fait, l'histoire des personnages, etc., de l'expérience, c'est Aix-en-Provence. Non, c'est plutôt Marseille. Oui, mais il y a des personnages de votre livre qui sont venus me voir pour me dire qu'ils étaient tel et tel personnage. Alors, je suis un peu perturbé parce que c'est un livre d'imagination. Voilà. En tout cas, certains se sont reconnus et tiennent à le faire savoir. Pas à moi, mais... Parce qu'ils sont extrêmement flattés d'être dans un livre. Je serais content de savoir de qui il s'agit parce que Eh bien, comme on fait un débat mystère, je ne vous dirai pas. Bon, bref, on est maintenant dans une cour de justice. Un vieil avocat, mais célèbre en quoi? Quelle est sa caractéristique? C'est un grand ténor du barreau. Vous avez pris à peu près vos modèles, à part vous, c'est quoi? Non, je ne suis pas non, dans mon mais livre. quand même, vous n'êtes pas dans... Bon, c'est très très difficile. C'est très difficile. Vous savez, Rémi, la littérature, c'est un peu l'obscénité. Et l'obscénité, c'est quand même cette mise à nu. Et à partir du moment où vous écrivez, il faut accepter. L'imaginaire, c'est pas quelque chose derrière lequel un écrivain se cache. On est d'accord? L'imaginaire, c'est quelque chose dans lequel on dit encore plus sur soi. Et quand on voit des livres avec imaginaire, c'est dans l'imaginaire qu'on puise les racines des secrets. Alors, votre livre, c'est un livre d'une correction, mais une correction sociale absolument extrême, dans les saluts, dans la courtoisie. Votre livre, il est tenu comme ça par une sorte de courtoisie et de règles entre les personnages, et même de règles intimes dans l'intimité, de règles dans l'intimité, etc. Comme si vous aviez peur et ça apporte beaucoup de charme à votre livre, hein, comme si vous aviez peur d'être entraîné à en dire plus, ou à en dire de façon différente,
ou en dire de façon plus rude. Bon, alors, on est avec un ténor du barreau, vous avez certainement eu en tête, votre expérience personnelle quand même d'avocat vous porte, et ce ténor du barreau va mourir. Donc, il choisit de confier ses dernières volontés à un notaire qui va les confier à un juge. C'est ça? Oui. Parce que deux précautions valent mieux qu'une. Oui, c'est-à-dire qu'il a déposé chez un notaire des papiers qu'il a rédigés dans les derniers instants de sa vie à destination de ce juge avec lequel il entretenait des rapports d'amitié malgré la différence de génération. Parce que le juge a 40 ans, l'avocat a presque 80 ans. Et donc, voilà, il va déposer ces papiers dans lesquels il dit, il lui dit, je raconte quelque chose que personne ne sait, voilà. Et je vous le dis à vous. Et il charge par la même occasion, dans ses dernières volontés qu'il laisse à sa famille, il charge ce juge de prononcer son éloge funèbre, avec la difficulté que le juge va découvrir un certain nombre de choses dans les papiers que l'avocat a laissés au notaire. Bon, alors moi je vais vous le dire, il va découvrir. En fait, c'est facile. C'est très bien. Non. En fait, l'avocat va mettre le juge devant, va l'obliger à faire un jugement posthume. L'avocat va s'accuser d'une certaine chose. C'est une confession. Une confession. Et ça, c'est... On suit ça, on dit que c'est terrible, quoi. C'est terrible, il fait une confession. Et donc, le juge, devant cette confession, est obligé de juger l'avocat. D'autant plus que c'est criminel, en fait. Oui, c'est criminel. Et la force du livre, alors, ne pas oublier que le juge doit faire l'éloge funèbre. L'éloge funèbre de quelqu'un dont il sait la vérité, puisqu'il a reçu la confession. Et là c'est la chute merveilleuse du livre. On ne peut pas la dire. Mais non, mais c'est... Mais non, on ne peut pas la dire. En gros. Non, on ne peut pas la dire parce que... Non, mais... En gros, c'est pas dans le détail, mais c'est les détails que vous pouvez trouver, c'est dans les 20 dernières pages. Hein. Alors, en gros, non seulement c'est pas simplement de confier ce secret au juge, c'est pas simplement de lui faire une sorte de don d'amitié. Je comprends très bien qu'on veuille se débarrasser d'un secret. La plupart du temps, on le dit à son confesseur. Vous voyez, je suis dans le et surtout, il veut mettre le juge devant ces contradictions de juge. C'est-à-dire, toi, le juge, tu juges sur quoi? Sur une intime conviction? Tu juges à partir de quelle vérité? Et le livre, la force du livre, c'est quand même de mettre dans l'esprit du juge un grand doute sur la façon dont il est en train de fonctionner avec d'autres assassins, d'autres coupables, d'autres prévenus. Et le livre, il est fort parce que moi j'ai fréquenté 2 fois un tribunal pour écouter pour 2 procès. Enfin,
j'étais là pour le procès de Gisèle Halimi, j'étais là pour une histoire, et je me suis rendu compte que ce qui se passait dans la salle se racontait dans les coursiers par les familles des inculpés, etc., et qu'elles en disaient là beaucoup plus que n'en disaient les avocats et que ne savait le juge. C'était incroyable quand on vous prend à témoin comme ça, vous êtes anonyme, vous êtes là, et les gens viennent vous parler. Et vous dites, mais bien sûr, ça s'est passé comme ça parce que le père a dit ce que vient de vous dire le père. Et puis une autre fois, je suis rentrée, c'était le président du tribunal qui m'appelle en me disant, il y a un procès pour vous, venez. Et donc j'arrive et c'était un homme et une femme qui étaient accusés de complicité d'assassinat. Et quand ils étaient donc tous les deux dans la boîte en verre, et tout de suite j'ai eu l'intime conviction qu'elle était innocente. Et je me suis dit, mais ça vient comme ça, l'intime conviction. C'est aussi léger que ça, et aussi fondamental, c'est-à-dire que brusquement, et évidemment elle était innocente. Il y a eu le procès, etc. L'autre a été condamné à 30 ans, c'est pour vous dire que c'était... Et je me suis fait cette réflexion sur les juges. C'est incroyable les leçons de morale, des leçons de morale complètement désuètes qu'on entend dans un tribunal. J'ai vu des... Sont-elles désuètes? Pas toujours. Enfin, ça existe. Il y a des règles de vie en société et la justice est quand même là pour les faire respecter d'une certaine manière. Donc je ne suis pas choqué. Alors, non, on n'est pas choqué. Disons que notre société ne vit plus sur cette morale. La morale existe, mais à personne on va faire une leçon de morale maintenant. Plus personne ne fait une leçon de morale. Et moi j'ai entendu, mais véritablement, des juges dire à un inculpé, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes ceci, cela, cela, vous êtes un minable? J'ai entendu des choses comme ça. J'ai entendu des choses comme ça. Et puis, après que la jeune femme a été... ce qui est merveilleux, c'est que ça se fait tout de suite. C'est-à-dire quand on est innocenté, la jeune femme, elle est sortie tout de suite. Et je suis allée vers l'avocat général et puis je lui ai dit, mais vous avez réclamé pour elle 25 ans de prison, et comment vous vous sentez maintenant? Il a dit, bon, je passe à autre chose. Oui, ça c'est... Mais comment dirais-je, dans le... Et alors, qu'est-ce qu'il y a entre 25 ans de demande et puis il n'y a rien, et il n'y a pas de réaction? Il n'y a rien? Il y a le juge qui tranche, alors c'est déjà la différence. L'avocat général est... j'ai déjà vu des avocats généraux requérir la relaxe, hein. J'ai déjà vu. Ça s'est fait, même j'ai des affaires où ça s'est fait. Mais c'est assez rare quand même, c'est assez rare. Pour préciser par rapport au passage que vous aviez relevé dans le livre de Julia sur l'avocate avait plus confiance en elle-même que dans la justice des hommes, par rapport à ce que vous disiez sur à partir de quoi un juge, etc. Il faut aussi peut-être préciser qu'en 1933, c'est la justice des hommes au sens où il n'y a pas de magistrate, voilà, que les juges sont des hommes, que les jurés sont des hommes, puisqu'en réalité les jurys populaires sont établis à partir des listes électorales et que les femmes n'ayant pas le droit de vote, en fait, les juges sont des hommes, les avocats sont majoritairement des hommes, et ce qu'elle montre donc, Germaine aussi, et Julia à travers Germaine, c'est que dans le cas de cette affaire des sœurs Papin, il y a 2 femmes accusées, une femme avocate, face à une justice d'hommes, jurés hommes, juges hommes, et que donc finalement cette équation fait qu'elles sont perdues. La citation au sens moi, je prends l'homme au sens générique qui embrasse la femme. Alors, on va vous poser des questions sur la forme, puisque vous allez en parler peut-être de la forme. Comment vous commencez votre livre? Comment vous l'écrivez? C'est votre premier roman? C'est mon premier roman, oui. Alors, quelle idée vous faites-vous du roman?
quelle idée je me fais du roman. D'abord, comme je l'ai dit, c'est un sujet que j'ai trouvé intéressant à traiter, et je l'ai conçu en ayant la fin très présente. Très bien. Je connaissais ma fin, je savais exactement comment je voulais finir, sur quoi je voulais finir, de quelle manière je voulais finir.